Merci. Alors dans le titre, le retour de l'État, il faut voir aussi le côté taquin de Jean Hervé. Parce que, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, Jean Hervé. Je me définis comme un libéral et tu m'invites à disserter sur le retour de l'État. C'est un peu ta manière. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit Gabriel Attal sur le paradoxe qu'on peut partager sur un État jugé très présent en France et qui ne peut pas revenir puisqu'il n'est jamais vraiment parti. Mais je dirais que malgré tout, attention, parce qu'il s'est passé quelque chose. Jean Viard me corrigera s'il diverge avec moi là-dessus, je crois que c'est à peu près le cas, ça. Il s'est passé quelque chose, c'est que la population française n'avait jamais connu cette expérience. La population française actuelle n'a jamais connu cette expérience, c'est-à-dire, au fond, une crise systémique. C'est pas... Enfin, moi, je remonte à 1944-45 pour voir l'État jouer un tel rôle de reconstructeur, de réparateur, si bien qu'aucun Français adulte ne peut dire « oui, je me souviens, je l'ai vécu quand j'avais 15 ans, 10 ans ou que sais-je ». C'est ça qui est très important et qui a marqué nos compatriotes et qui va nous marquer, c'est le retour d'une expérience qui est l'essence de l'État, qui est la seule institution capable de faire face à une crise systémique et de protéger la société. Et c'est la mission fondamentale. Un État qui ne fait pas ça est un État qui a disparu. Et les Français ont eu le sentiment que leur État n'avait pas disparu, même s'il y a eu, on s'en souvient tous, un moment de trouble. Les controverses, les polémiques à propos des masques, du gel, de la gestion des entrées et sorties du territoire, initialement, on s'en souvient, ont donné lieu à un flottement bien normal, une crise soudaine, imprévisible, inédite, ça ne se gère pas comme la routine, mais ça a fait se lever ce doute sur la réalité de cet État, qui n'était peut-être qu'un immense appareil administratif ayant perdu sa nature profonde, sa force spécifique, sa capacité à répondre à une crise systémique, à protéger la société. Donc c'était une fonction que l'État ne pouvait pas ne pas remplir. Le coût politique d'un échec était absolument dramatique. Et les choses, jusqu'à maintenant, se sont plutôt bien passées. La suite dira, bien sûr, si ça se poursuit. Mais il ne faut pas oublier, parce que quelle est la nature de la cause? Il faut la spécifier. On a parlé de 2008, mais ça n'a rien à voir. C'est une crise financière 2008. L'adversité de la cause n'est pas claire. C'est un virus venu de Wuhan. Ce n'est pas la même chose qu'une crise financière dont on connaît les déterminants dans des excès ou des comportements ou des défauts de régulation ou que sais-je, ni même d'ailleurs la crise de 2015-2016, la crise terroriste du terrorisme islamiste qui a des causalités et qui permet d'être qualifiée, etc. Nous avons là une cause tout à fait presque insaisissable. On a bien essayé de dire que la cause était la mondialisation, mais ça ne marche pas. Bien sûr, il y a une accélération de la diffusion, mais on sait très bien, on a sorti 1000 exemples, enfin pas 1000, mais des exemples de pandémies venues d'ailleurs de régions proches qui, au XIIIe siècle, voilà, ont mis du temps, mais ont fait plus de dégâts, etc. C'est la globalisation qui fait la vitesse de la propagation, mais c'est la globalisation qui fait aussi qu'il y a si peu, je le dis, malheureusement, il y a des victimes, mais il y en a si peu par rapport aux pandémies précédentes, et c'est aussi la globalisation qui probablement fera que la réponse thérapeutique sera aussi rapide. Donc, du coup, la causalité, elle n'est pas claire. Et donc, ce n'est pas un État justicier que l'on attend, comme en 2008. Ce n'est pas un État policier, je le dis de manière non péjorative, comme en 2015-2016. C'est un État qui restaure l'ordre public fondamental, un État réparateur. Et c'est, en ce sens, l'exercice de sa mission fondamentale. Donc c'est une manifestation qui avait une très grande importance et je crois que, alors on pourrait bien sûr disserter beaucoup, je ne vais évidemment pas le faire, mais la question du confinement, la gestion du confinement, la socialisation des conséquences de la pandémie, puis le plan de relance, sont de nature à traduire un État
que les Français attendent dans ce type de situation, et dont le défaut eût été fatal, sans doute, au système politique lui-même. Ensuite, c'est ma deuxième remarque, cette crise nous montre que l'État est une solution ultime, souveraine. L'État est aussi le problème. Et c'est ça la difficulté. Je crois plus encore en France qu'ailleurs. L'État est, comme souvent on se le dit les uns des autres, mais l'État est aussi son pire ennemi. Il s'oppose à lui-même. On le voit lorsque l'on considère que la réussite du plan de relance se résout dans le problème de l'offre, qu'il faudrait régler, qui est largement du ressort de l'État. On a parlé de fiscalité, du coût du travail. Mais on peut aussi souligner, rappeler très vite, la série de défauts qui frappent l'appareil d'État, organisation excessivement centralisée. Et là-dessus, je m'interroge parce qu'il y a une volonté de décentraliser, mais depuis, je m'inscris là dans une durée un peu plus longue que celle de 2017 aujourd'hui. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Si on supprime, ça c'est plus récent, si on supprime la taxe d'habitation, pour la compenser par une dotation publique, on recentralise. Si on baisse les impôts de production pour les remplacer par une dotation publique, on recentralise. Et donc, il n'est pas certain que là-dessus, le chemin soit clairement pris. Et on pourrait penser, moi je le défendrai, qu'il faut vraiment décentraliser. Le coût de la complexité réglementaire est considérable. Il est désincitatif, coûteux, etc. C'est un grand chantier, souvent annoncé, jamais vraiment mené, et absolument essentiel. La fonction publique, je généralise parce qu'il faut aller vite, on est toujours très injuste et cavalier, la fonction publique est culturellement de plus en plus éloignée de l'économie réelle, et donc c'est un problème lié au statut, parce que ça va durer, et l'éloignement peut-être va se faire aussi un peu plus sentir. C'est d'ailleurs la partie de la population qui va souffrir le moins avec les retraités de la crise. Et puis il y a la dette dont on a parlé hier, je ne reprendrai pas ce qui a été dit hier, j'ajouterai simplement, il est irrationnel et irresponsable de faire l'hypothèse que nous en avons fini d'ici 10 ans avec les grandes crises. Et donc d'arriver à un tel niveau d'endettement suppose, si ça n'est pas si grave que cela, qu'il n'y aura pas une nouvelle grande crise sanitaire, militaire, climatique, économique, que sais-je, qui nous amènerait à mobiliser une force comparable ou significative. Et je veux juste vous dire, 2008, une crise, 2015-2016, une crise, pour le président Emmanuel Macron, 2018, la crise des Gilets jaunes, 2020, la crise sanitaire, 10 milliards, 100 milliards. Les crises, en fait, depuis Nicolas Sarkozy, depuis le quinquennat de Sarkozy, les crises viennent peupler maintenant les quinquennats et semblent même se multiplier. Ma troisième et dernière remarque porte sur ce que doit accomplir l'État pour être vraiment de retour, ou pour accomplir, je dirais, sa mission. Et je situerai cela dans la régénération de sa propre puissance. Je pointerai davantage ici un déficit de motivation pour l'innovation. Je sais qu'il y a un discours sur l'innovation, je ne le méconnais pas. Dans le plan de relance, c'est très clair. Dans la partie consacrée à la transition énergétique, il y a des annonces claires sur la question de l'innovation, mais je ne parle pas de cela. Je parle de ce discours ambivalent, de cette position ambivalente qui fait qu'on sait parfaitement la centralité de l'énergie nucléaire pour décarboner. On sait que c'est une grande spécialité française. Nous sommes encore parmi les 4 meilleurs. Ça ne va pas durer. Eh bien, on ferme Fessenheim. C'est une situation extrêmement préoccupante. On sait d'un savoir certain que le glyphosate n'est pas dangereux. On en prive nos agriculteurs. L'agriculture est une de nos grandes puissances. Les néonicotinoïdes, on le sait, ne font pas de dégâts sur les abeilles pour la betterave sucrière. On a expliqué ça plein de fois. Voilà, il faut maintenant y revenir. On y revient, c'est très bien. Il y a une orientation on évolue, mais à chaque fois, ce sont des coûts
terrible porté à des forces qui sont propres à la France. Et j'insisterai ici en particulier sur, mais ça n'est pas de maintenant, ça, hein, c'est une espèce de... Je vais vous donner un exemple qui est plus ancien, mais qui dure. Nous renonçons volontairement à des capacités extraordinaires que nous avions dans le domaine des OGM et maintenant dans le domaine du génie génétique, de l'édition du génome. Les ciseaux génétiques ont été inventés par une Française, Emmanuelle Charpentier. Elle était à l'Institut Pasteur, elle est allée aux États-Unis, maintenant elle travaille à Berlin, mais elle n'est pas à Paris. C'est une très grande scientifique. Et 41% des brevets déposés dans le domaine de l'édition du génome sont américains, 41% sont chinois, 9% européens. Nous perdons une des plus grandes batailles du monde qui émerge. C'est un sujet absolument majeur dont l'État doit s'emparer, mener une bataille d'acceptabilité et remplir sa fonction souveraine de tracer une ligne qui est conforme à l'intérêt de l'État. Je pourrais dire la même chose sur l'IA. On fait des choses sur l'IA, mais c'est tout à fait en dessous de ce qu'il faudrait faire, ou le cloud. Et l'argument du retard qui n'est pas rattrapable est un argument économique que je ne reconnais pas du point de vue politique. Jean Hervé, tu le sais très bien, l'économie et la politique, c'est une seule réalité. On ne le fait pas assez savoir. Je ne sais pas si ici on le sait assez, par exemple. C'est une seule et même réalité qui n'est distinguée que pour des raisons de clarté. Mais par exemple, si vous dites il ne faut pas chercher à rattraper le retard en matière d'IA ou d'édition du génome parce qu'il est trop grand maintenant, c'est renoncer aux éléments constitutifs de la souveraineté qui émergent. On ne peut pas le concevoir. Et donc, si on vous dit on ne peut pas économiquement, il faut répondre, il faut trouver le chemin. Parce que ça n'est pas possible d'y renoncer, de ne pas compenser ou rattraper ce retard. Une référence rapide au monde du web, des réseaux sociaux et du numérique. On a tous vu les grandes qualités de cet univers-là. On a tous récemment fait en plus l'expérience du télétravail. Je fais ma rentrée à Sciences Po en téléenseignement. Je suis d'ailleurs très malheureux puisque mes étudiants, je ne les verrai pas réellement. C'est formidable. Ça règle plein de problèmes. Ça ouvre beaucoup d'opportunités d'innovation. Mais c'est un territoire numérique sur lequel notre État n'a aucune souveraineté. Ça ne nous appartient pas. Nous ne définissons pas les règles de fonctionnement. Nous n'avons pas les codes. Les algorithmes nous sont cachés. Et ça n'est pas raisonnable d'imaginer qu'il n'y aura pas, à cause de notre dépendance numérique, un problème équivalent et même peut-être plus grave à la dépendance sanitaire à l'égard de pays lointains et avec lesquels il n'est pas si facile de discuter. Alors, pour terminer, moi je dirais, retour de l'État, oui, sous une forme très particulière, et ce serait pour moi le message principal que je voudrais partager avec vous. Sortons d'une culture irénique, naïve, à laquelle nos glorieux ancêtres nous ont habitués, parce qu'ils ont réglé le problème de la guerre depuis 1945 de façon magistrale. Le retour de l'État dans le monde d'aujourd'hui, c'est le retour de puissances qui comprennent parfaitement que l'époque est en train de redistribuer les ressources, le pouvoir, que certains États peuvent renégocier très avantageusement et pour longtemps leur position, et qu'ils déploient pour ce faire des politiques de puissance qui ne s'arrêteront pas d'elles-mêmes et auxquelles il faudra savoir faire face. Il ne faut pas, là-dessus, imaginer autre chose. C'est la nature de l'État de se déployer. Il ne s'arrête jamais lui-même. On peut l'arrêter, mais il ne s'arrête pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À l'intérieur, la démocratie peut arrêter l'État. À l'extérieur, c'est notre souveraineté qui peut l'arrêter. Et les règles internationales ne sont jamais suffisantes. La Chine, la Russie, la Turquie, peut-être aussi l'Inde, déploient des politiques de puissance qui vont perturber gravement la marche du monde. Et si on écarte ça des risques, si on considère qu'on fait de l'économie sans regarder cela, on va avoir une surprise qui est que l'économie et la politique ne font qu'un. Vous voyez ce qui se passe en Méditerranée orientale, c'est un enseignement majeur. Et je suis, pour conclure mes derniers mots, comme Gabriel Attal, quoique d'une autre génération, je suis ravi, comblé de voir l'émergence d'une puissance publique nouvelle, l'Europe, une puissance publique complémentaire. C'est assez largement dans le prolongement du discours de la Sorbonne du président Macron sur la souveraineté européenne, qui est un discours que je considère historique,
et qui a conceptualisé pour l'Europe cette idée, mais il n'y a que la France qui parle de puissance aujourd'hui. Les Européens ne veulent pas en parler. Ils ont tort, ils ont grand tort. La France seule ne pourra pas apporter la puissance pour l'Europe. C'est un des grands sujets. Et enfin, parce que ça c'est notre actualité, que c'est très français, mais que c'est un gros problème, je ne sais pas ce que va faire à cet État qui est de retour ou qui a toujours été là, et avec ses problèmes et ses solutions, je ne sais pas ce que va faire à cet État notre élection présidentielle du chef de l'État. Il y a possiblement une contradiction entre ce que nous attendons de l'État dans sa fonction historique fondamentale, de réparer, d'assurer l'ordre public, d'avoir la vision large, la vision longue, et de mettre cela au milieu d'une élection où, on pourra peut-être le voir en 2022, j'espère que non, mais peuvent se déployer des démagogies, des populismes qui, d'une manière ou d'une autre, progressent, beaucoup en France aussi, hein, peuvent même prendre la forme d'une abstention massive et finissent par désarmer l'État lui-même et l'empêcher de se régénérer. Voilà, merci.